Bonjour et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et aux sensibilisations gratuites à la psychologie, dans l'esprit la psychologie pour tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le TOC de dermatillomanie, voilà, qui est un TOC qui n'est pas très connu encore aujourd'hui, donc je vous propose cette sensibilisation. Ça va durer à peu près une bonne heure et puis je vous laisserai du temps pour les questions si vous en avez. Ça vous va? C'est parfait. Super. Alors, c'est parti. Je vous informe que la vidéo est enregistrée et qu'elle sera sur YouTube au courant du mois. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues que ça soit juste pour 100 personnes. Donc, voilà, on va enregistrer. On ne vous voit pas sur la vidéo. Et si vous posez des questions, on entendra juste votre voix, et vous pouvez parler sur le chat. Voilà. Alors, j'admets encore les dernières personnes qui arrivent. Donc, la dermatillomanie, donc ça vient d'un terme, un terme grec qui veut dire donc derma, donc la peau évidemment, thio comme trichotillomanie qui veut dire épilé ou effeuillé, et mania qui veut dire manie ou folie. Voilà pour l'origine. Donc, c'est un CRCC, on va le voir tout à l'heure, comme la trichotillomanie ou l'onychophagie. Alors, il y a d'autres termes pour parler de la dermatillomanie. En tout cas, moi, en 2009, quand j'étais tombée quand un patient m'avait parlé de ce comportement, ce n'était pas encore classé dans le DSM à l'époque. Et il y avait plein d'autres termes associés à la dermatillomanie. On ne disait pas dermatillomanie d'ailleurs encore à l'époque. Donc, je vous ai mis plusieurs termes qu'on utilisait et qu'on peut encore utiliser aujourd'hui. Donc, grattage pathologique ou trouble d'excoriation compulsive, triturage incontrôlé, grattage compulsif. Voilà, on va en parler, mais il y a encore une confusion sur le fait que compulsif, impulsif ou addictif. Cueillette de la peau au Canada, qui est un petit peu encore utilisé, mais plus beaucoup. Acné excorié de la jeune fille, c'est le premier terme qui a défini la dermatillomanie en 1878. Voilà. Acné urticata un petit peu, mais apparemment, les dermatologues utilisaient ce terme, mais plus aujourd'hui, on m'a informé. Acné excorié, beaucoup. Les dermatologues appellent la dermatillomanie acné excorié. Dans ce terme, il faut comprendre qu'il n'y a pas l'aspect psychologique et les tensions internes qu'il y a derrière. Excoriation neurotique, excoriation psychogène. Au niveau des recherches en anglais, je vous ai mis les termes pour ceux qui veulent faire des recherches, les étudiants en psycho ou les chercheurs ou les psychologues. Voilà, ça, c'est les termes qui sont utilisés. Donc, acné excorié, ça marche encore aussi, et les autres. Alors, au niveau de la classification, donc, en 2009, quand on m'avait parlé de ce comportement, il n'était pas encore classé. Il est classé seulement depuis 2013 dans la classification internationale des pathologies. Donc, c'est le DSM. On en est à la 5e version depuis 2013. La dermatillomanie est dedans depuis cette date-là et on a attendu la traduction française 2 ans. Donc, en juin 2015, la dermatillomanie est sortie dans le DSM pour les Français. Donc, il a été classé dans troubles obsessionnels et compulsifs et apparentés, sous le nom de dermatillomanie, malgré tous les termes qui existaient déjà. D'après moi, c'est pas tellement un TOC, c'est plus un trouble impulsif et surtout une addiction comportementale. Mais en tout cas, voilà, le DSM l'a mis dans les TOC. Il se pourrait que dans les DSM à venir, les autres versions, ils soient déplacés, je pense. L'Italie est d'accord aussi sur le fait que c'est plutôt impulsif, voire même une addiction, plutôt que compulsif. Voilà. La différence, c'est que quand un comportement est compulsif, il y a des pensées qui mènent à un comportement et qui mènent à un soulagement. Quand un trouble est impulsif, on arrive directement au comportement qui mène à un soulagement. Voilà. La dermatillomanie, il peut y avoir des pensées des fois, surtout si on ne peut pas gratter la peau à l'instant présent. À ce moment-là, il y a des pensées, ça devient cognitif et donc compulsif. Mais sinon, ça se fait surtout
sans penser. C'est bien ça le problème dans la dermatillomanie. Alors, au niveau du DSM, donc, je vous ai mis les critères diagnostiques. On peut dire aussi triturage pathologique de la peau. Il y a quelques termes qui ne sont pas très exhaustifs. J'avais trouvé, je vous ai proposé une autre définition, mais en tout cas, dans le DSM, on parle de triturage répété de la peau aboutissant à des lésions cutanées, des tentatives répétées pour diminuer ou arrêter le triturage de la peau, et bien sûr que ce triturage entraîne une détresse cliniquement significative et une altération du fonctionnement social, professionnel, scolaire, etc. Dans le DSM, il y aura toujours que cette pathologie n'est pas due à d'autres effets et que ce n'est pas mieux expliqué par d'autres symptômes ou troubles mentaux. En gros, il n'y a quand même que trois points qui expliquent la dermatillomanie. C'est un petit peu light, mais voilà, en tout cas, c'est formidable que ce soit dans le DSM maintenant, depuis 2013, et que ce trouble est un nom. Voilà. Alors, moi, je vous ai mis un petit peu mes définitions, puisque je trouvais que c'était un petit peu léger. J'ai compris que les patients ne se retrouvaient pas forcément dans ces critères, et les psychologues avaient du mal aussi à repérer une dermatillomanie avec les points ABC. Donc, pour moi, c'est un trouble et impulsif, et compulsif, et addictif. Donc, c'est les trois, c'est plutôt un continuum, caractérisé par la vérification, il ne faut pas l'oublier. Donc, le fait de vérifier, de scanner sa peau avant le comportement. Et donc, des grattages répétés et excessifs de la peau, pas des grattages comme tout le monde peut faire, un petit peu ravalement de façade, un petit peu normal. Donc, c'est vraiment excessif et répété. En général, les personnes atteintes de dermatillomanie ont une acné légère, voire pas du tout d'acné, mais à cause des tendances anxieuses, la personne grossit la représentation qu'elle a des imperfections, notamment parce qu'elle regarde la peau de très très près. Donc, ça se traduit tout ça par un grattage donc impulsif et incontrôlé de la peau de une ou plusieurs zones du corps. Donc, ça peut aller du cuir chevelu jusqu'aux pieds. La zone la plus connue en dermatillomanie, 80% du temps, c'est le visage. Mais il peut y avoir aussi le cou, le cuir chevelu, le dos beaucoup, le décolleté, la poitrine, le ventre, les fesses, les parties intimes et le maillot, les jambes également. Voilà. Après le visage, je dirais que c'est les jambes, le dos le plus répandu, mais voilà, il y a aussi les épaules. Donc, c'est des séries de gestes reconnus, évidemment irrationnels par la personne, ça, il n'y a pas de souci, avec des conséquences très néfastes pour la vie quotidienne. On va en parler pas mal aujourd'hui et qui peut devenir vraiment handicapant dans la vie personnelle, sociale, professionnelle ou scolaire de la personne. Il y a vraiment des grosses conséquences puisque le TOC de dermatillomanie est un CRCC, on va en parler, comportement répétitif centré sur le corps, qui a donc une résultante physique. Et donc, c'est très problématique. Les facteurs déclencheurs, on va en parler aussi, il y en a beaucoup. Tout ce qui est l'anxiété, le stress, et puis aussi les contrariétés et toutes les émotions négatives. La culpabilité énormément, le rejet, la colère refoulée beaucoup, un problème d'estime de soi et d'affirmation de soi. La déprime, la tristesse, l'ennui est un gros déclencheur, la solitude, etc. La dermatillomanie peut avoir lieu à tout moment de la journée, en général peu le matin parce qu'il va y avoir des conséquences et des traces, des boursouflures, donc la personne évite au maximum de se toucher le matin. La journée aussi, elle se contrôle si elle est au travail ou à l'école, et c'est principalement le soir en rentrant chez soi, déjà parce qu'on est seul, qu'on peut le faire, et il y a un gros soulagement des tensions internes de la journée. Voilà. C'est donc en rentrant chez soi principalement et surtout avant de se coucher. Il y a un état de semi-conscience hypnotique qui fait que la personne va prendre le temps de décharger son stress le soir. Ça va retarder le coucher et ça, c'est un des problèmes de la dermatillomanie. Les personnes se couchent beaucoup plus tard que prévu. Il y a souvent un manque de sommeil. Ça peut être jusqu'à très tard et tôt dans la nuit, le matin suivant, dans les crises très intenses. La dermatillomanie, c'est un besoin de faire sortir, donc je dis toujours entre guillemets, ou lisser la peau, sachant qu'en psychologie, faire sortir ou lisser, ce ne sera pas pareil. Quand on a envie de faire sortir, il y a du triturage. Quand on a envie de lisser, c'est plutôt du grattage, avec un arrachage par les ongles.
C'est pas, ça pourrait pour d'autres personnes paraître la même chose et en fait, ça ne l'est pas. C'est assez précis. La dermatillomanie, c'est des comportements minutieux. Donc, il y a des comportements, il faut toujours retenir, de vérification visuelle, donc le miroir ou comme ça sur son corps, et kinesthésique, le fait de passer sa main sur son corps, sur sa peau, et des triturages, donc pincer pour faire sortir, et des grattages, donc passer les ongles pour arracher, pour lisser la peau, les petites croûtes, les petites imperfections, tout ça. C'est des rituels, il y a des rituels de soins après le comportement, ça il faut le savoir aussi en dermatillomanie. Donc voilà, c'est pas que du triturage, il y a les vérifications, elles sont très importantes. Et après une crise, il y a très souvent, pratiquement tout le temps, sauf certaines personnes, des rituels de soins pour réparer ce qui a été fait dans un geste de culpabilité, de réparation. Donc beaucoup de crèmes sont utilisées. Des crèmes cicatrisantes, des huiles essentielles. En général, la personne dermatillomane a tout essayé. Ça peut être l'eau, la douche, des huiles, des lotions, du dentifrice, du miel. En général, ces personnes ont tout essayé pour accélérer la cicatrisation et réduire l'impact du triturage, puisqu'il y aura la journée du lendemain ou après une crise. Donc, c'est un besoin de se purifier dans un acte intime, personnel, en général enfermé dans une salle de bain où en général les gens ne voient pas les triturages. Ça permet des décharges impulsives et psychomotrices des tensions internes. C'est un besoin de soulager. Et les crises peuvent durer de plusieurs minutes. Ça, c'est assez rare. C'est vers la fin d'une thérapie. C'est plutôt plusieurs heures par jour. Voilà. Et surtout par crise. C'est ça le problème. Et ça met dans un état de semi-conscience ou des états qu'on dit hypnotiques. Donc, la personne perd la notion du temps totalement et elle croit que ça fait 5 minutes, ça fait 1 heure, ou elle croit que ça fait après 20 minutes, ça fait déjà 2-3 heures. C'est un gros problème. Donc, on appelle ça en tout cas, j'avais appelé ça le dermatillomane parce qu'il me fallait un nom un petit peu pour comme je traitais ce comportement, cette pathologie, pour expliquer le profil. Donc, c'est devenu le dermatillomane, mais ce n'est pas hyper, c'est pas dans le dictionnaire. Donc, en tout cas, il reste devant le miroir ou face à lui-même à la recherche des imperfections. Donc, il y a la recherche, la main qui passe sur la peau, à la recherche en fait d'imperfections, puisque c'est addictif et il y a vraiment un soulagement et un plaisir à se purifier et à enlever toutes les imperfections. Néanmoins, s'ensuit un grand sentiment de honte énorme et de culpabilité, puisqu'il y a, donc, on a dit, un impact physique qui amochit littéralement la personne, qui est boursouflée, qui peut saigner un petit peu. Le fait de focus comme ça devant un miroir ou face à soi-même et après de prendre du recul à la fin de la crise et de voir tout l'impact, c'est assez traumatisant. La personne, en général, déprime après, pleure et reste isolée avec ce rituel de soins en espérant, en priant que les dégâts ne soient pas sur du long terme. Malheureusement, ça crée des lésions des tissus. Alors, au niveau des signes et symptômes, j'ai voulu être un petit peu plus précise pour aller plus loin que le DSM. Donc, j'avais rajouté de mon travail depuis 2009 des critères de signes et symptômes. Donc, j'ai bien précisé l'impossibilité répétée de résister, il faut vraiment parler de ça, à l'impulsion de gratter. Donc, en fait, la personne veut vraiment, plus que tout, arrêter de se gratter, mais c'est impossible, c'est addictif. Il y a ce que les patients appellent cet appel de la peau. La personne résiste, mais en fait, c'est une impossibilité de résister à ce craving, en fait, qu'on dit en addiction. C'est cet appel qui est vraiment très fort pour se soulager et enlever cette imperfection qui est insupportable, ou ces imperfections. Il y a un sentiment croissant de tension juste avant les grattages et les comportements. Malgré ces tentatives, c'est ce sentiment qui fait que la personne va craquer. Il y a un plaisir et de la satisfaction et du soulagement pendant l'acte. Ça, les personnes le décrivent bien, d'où le fait que, à mon avis, c'est addictif. Néanmoins, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est vraiment la seconde où l'imperfection est enlevée, d'où le fait de réitérer cette action pour pouvoir continuer le plaisir et le soulagement. Mais en tout cas, dès que la crise est passée, il y a donc ces grands sentiments de honte, de culpabilité, de dégoût de soi, de tristesse, de colère. Les conséquences négatives psychologiques et émotionnelles sont assez lourdes.
Et donc, évidemment, j'ai rajouté que ce n'était pas mieux expliqué par un autre trouble mental, un autre TOC, une autre addiction, un trouble de la personnalité, etc., ni une affection dermatologique, hein, le prurigo ou de l'eczéma, voilà, on va en parler. Et effectivement, donc, ces comportements déclenchent une grande souffrance à tous les niveaux, psychologique, social, professionnel. Voilà. J'insisterai jamais assez sur les conséquences. Alors, les crises en dermatillomanie. Donc, il y a 3 phases. Donc, avant les triturages, grattage, on a vu qu'il y a un état de tension interne qui monte, qui sont les mêmes émotions avant et après. En fait, on les retrouve. Donc, du stress, de la colère refoulée, de l'agressivité, de la honte, de la culpabilité, du dégoût, beaucoup d'ennuis qui déclenchent, voilà, la tristesse, la solitude, l'anxiété, donc absolument, pratiquement tout. S'ensuit donc pendant le grattage, donc rien à voir là, du soulagement, de la satisfaction, du plaisir, de se purifier, de la satisfaction. Voilà, un sentiment même d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose de bien, des fois les patients me disent, d'avoir enlevé ce qui ne va pas. Néanmoins, s'ensuit après les comportements, un grand sentiment de honte, de culpabilité d'avoir encore craqué, de s'être ramochi, de la colère d'avoir cédé aux impulsions, de s'être défiguré et d'avoir créé des nouvelles plaies, des nouvelles futures cicatrices qui vont durer des mois. Et c'est extrêmement culpabilisant et déprimant pour la personne. Il y a une grande détresse dans ce TOC. Alors, au niveau de la revue littéraire, le premier article sur la dermatillomanie que j'ai trouvé remonte à 1898, qui avait été écrit, alors ça c'est assez étonnant, par un dermatologue français, Louis Brock, qui avait appelé son article donc, « Acné excorié des jeunes filles et son traitement ». À l'époque, quand j'avais trouvé en 2009 cet article, j'étais contente, puisque comme il y avait marqué son traitement, je m'étais dit, voilà, ça va pouvoir m'aider à aider mes patients. Et en fait, non, puisqu'évidemment, 1898, à l'époque, les traitements, c'était des bains et du savon de Marseille. Donc, évidemment, ça ne m'aidait pas en thérapie. Mais c'était quand même intéressant de remonter jusque-là. Je n'ai pas trouvé d'article plus loin. Donc, il me semble bien que c'est le premier. Donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est un dermatologue français. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, 1898, c'est parti de la France et de l'Europe, c'est parti aux États-Unis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dermatillomanie s'appelait le dermatillomania au skin picking. Ça a été beaucoup plus connu aux États-Unis, ça va faire déjà 10 ans. Et pourtant, voilà, là, en France, même 15 ou 20 ans, et en France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et en Europe également. En Italie, c'est un peu plus connu, et en Allemagne aussi, mais pas tellement. Et dans le monde, donc il y a vraiment les États-Unis et le Canada, et après un petit peu le Brésil, parce qu'ils ont un fort taux de dermatillomanie là-bas. Sinon, la dermatillomanie n'est toujours pas connue, très connue dans le monde. Des patients comme des professionnels de santé qui n'ont pas entendu parler de la dermatillomanie, bien que ça soit dans le DSM aujourd'hui. Voilà, d'où cette sensibilisation aujourd'hui, les petites vidéos sur Internet, les brochures. Voilà. C'est vraiment important de communiquer sur ce TOC. Alors, il y a eu des articles, néanmoins, pas tellement, mais il y en a quand même, sur la dermatillomanie, qui stipulent par exemple que la derma concerne des patients ayant des troubles psychologiques en lien avec la déprime, l'anxiété et l'ennui, voilà, la souffrance psychique en général. Donc ça, c'est important. Le docteur Antouche avait, en 2014, j'étais tombée sur son site internet qui avait dit que pour lui, c'était apparenté au trouble et de TOC, pardon, un TOC. Et alors que pour le savoir, les traitements médicamenteux pour les TOC ne marchent pas sur la dermatillomanie, ce qui pourrait expliquer effectivement que ce n'est pas un TOC. Et les psychotropes anti-TOC et les antidépresseurs ne marchent pas sur ce TOC. Voilà, il faut le savoir. Donc, voilà, ça révélerait que c'est plutôt un trouble impulsif que compulsif. Alors, je vois qu'il y a une question. On peut peut-être répondre déjà maintenant. Ah oui, oui, bien sûr, on peut avoir une dermatillomanie sans autre trouble, pas de souci. On va voir les comorbidités, il peut y avoir des TOC ou autre chose avec, mais une dépression, mais souvent la dermatillomanie est isolée. Mais la dermatillomanie est un TOC, donc c'est un trouble psychique. Voilà, c'est un trouble mental qui se traite par une thérapie, du coup, vu que c'est psychologique.
Alors, qu'est-ce qui a été dit d'autre? Donc, les dermatologues devraient demander aux patients, ça fait longtemps, hein, 2012, qui souffrent de derma si leur excoriation de la peau pourrait être liée à des événements personnels difficiles. Donc, ça, c'est quand même, Misery, c'est quand même un grand dermatologue en Bretagne, voilà, qui a écrit beaucoup d'articles scientifiques, donc qui dit ça, qui conseille de poser des questions qui donneraient aux patients une première occasion de parler de ces événements et de commencer une thérapie. Donc, vous voyez, c'est un dermatologue, il a compris depuis longtemps les causes psychiques sous-jacentes. Et on a indiqué aussi dans les articles que ça impliquait différents professionnels de santé. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les dermatos, évidemment, parce que c'est une problématique de la peau, mais ça, c'est une conséquence, en fait. C'est les médecins généralistes qui devraient être au courant de ce trouble, les psychiatres, les psychologues surtout. Voilà. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça arrive tout doucement. C'est important de se renseigner sur ce TOC qui concerne, on va le voir, au moins 1 million de personnes en France, 1,4% de la population. Alors, donc la dermatillomanie serait une réaction impulsive, donc voilà, ça c'est encore dit, et n'appartient pas, selon ce dermatologue, au TOC. L'impulsivité est définie comme un échec ou une inefficacité dans la tentative de contrôle, donc je suis tout à fait d'accord. Et Consoli, Sylvia et Silly, me semble, Consoli et Consoli, les deux sœurs, voilà, on avait dit que la peau ne représente pas seulement la limite du corps et de l'espace psychique d'un individu, c'est aussi une surface, donc c'est 2 mètres carrés de peau, donc comme quoi quand même, où s'expriment des émotions, des mouvements pulsionnels, des affects, des pensées qui laissent des traces dans le temps, et donc des cicatrices, donc aussi bien physiques que morales. Voilà, qui donne beaucoup d'indices sur notre identité. La peau, c'est un champ que les psychologues n'étudient pas dans leur formation, et en étudiant la dermatillomanie, on s'en perçoit que, voilà, un, que c'est important, et deux, c'est impliqué dans pas mal de troubles. Alors, au niveau des chiffres, justement, donc, la derma est un trouble beaucoup plus répandu qu'on aurait pu penser. Effectivement, ce n'est pas une niche, c'est environ 1 million de personnes en France, 930 000 si on compte exactement. Voilà, donc c'est 1,4% d'après le DSM, et encore, dans la plupart des articles, c'est écrit entre 1,4 et 5,4% de la population. C'est énorme, sachant que l'autisme, par exemple, c'est environ 1%. L'anorexie, c'est 1,4 à 1,5. La schizophrénie, c'est environ 0,7. Donc voilà, 1,4, ça veut dire autant que l'anorexie. Donc la dermatillomanie est un trouble répandu qui concerne beaucoup de personnes et qui n'est pas connu à ce jour. C'est moins fréquent chez les hommes que chez les femmes. Moi, je m'en suis aperçue aussi en tant que psychologue. Il y en a beaucoup quand même, et il faut prendre en compte, sinon ils se sentent à part, isolés, sachant que la derma est déjà un TOC qui isole, puisqu'il n'est pas connu. Mais voilà, d'après plusieurs sources, ce serait 3/4 de femmes. Et aux États-Unis, la fondation TLC, Trichotillomania Learning Center, avait estimé des chiffres à 86% de femmes. Alors, il y a une question. Comment sait-on pour les 1,4 des études ont été faites? Oui, c'est le DSM qui classe, qui a stipulé 1,4, ou c'est une estimation. C'est une estimation, bien sûr. On a l'impression que tous les troubles dans le DSM, c'est toujours 1, quelque chose. Ça doit représenter quand même... voilà. En tout cas, les CRCC, c'est entre 1 et 3 millions de personnes en France, avec la trichotillomanie, l'onychophagie. Donc, ce n'est pas fou, sachant qu'il y a 7 millions de gens qui ont un TOC en France. Donc, entre 1 et 3 pour les CRCC, moi, ça ne me choque pas. Mais oui, il y a plein d'études qui ont été faites, que j'épluche et étudie depuis 11 ans. Ça revient toujours, j'ai tout épluché, c'est entre 1,4 et 5,4% de la population, avec des études sérieuses qu'on va voir sur des petits échantillons, bien sûr. Mais... Voilà, donc justement, des études américaines, il y en a peu en France. Souvent, les études en psycho, c'est sur les étudiants, voilà. Donc, on aurait vu éventuellement 16,6%, par exemple, des personnes auraient déjà trituré leur peau au point de se causer des lésions des tissus, et pas juste un petit peu. Et 1,4 serait considéré comme répondant aux critères de la dermatillomanie. Donc, ce pourcentage ressort encore. 4% environ auprès des étudiants. Encore une fois, ça doit être des petits échantillons, mais
Ce n'est pas fou, sachant que les étudiants voilà, ont beaucoup de stress. C'est possible que des personnes qui avaient déjà une purification comme ça dermatologique, voilà, ce soit un comportement qui soit accentué pendant les études. Chez les adultes n'ayant pas de troubles psychologiques, 63% des personnes auraient déjà trituré leur peau. De toute façon, pour moi, c'est pratiquement 100%. Hein. La dermatillomanie, c'est du self-grooming, c'est de l'auto-toilettage. Donc, à peu près tout le monde a trituré ses pores et ses boutons. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est de la purification hygiénique et c'est normal. Là, aujourd'hui, on parle de la dermatillomanie dans le cadre d'un comportement qui est exagéré, répété, excessif, qui cause des lésions des tissus, on va voir les conséquences, et une détresse émotionnelle et psychologique. Et là, ça devient un TOC, puisqu'on va dire que c'est classé comme TOC, donc on va en parler comme un TOC. Donc, ce n'est pas un trouble anxieux, ce n'est pas un trouble somatoforme, ce n'est pas... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ce n'est pas de la dysmorphie corporelle. Voilà, c'est un TOC. Voilà. 2% des patients souffraient de dermatillomanie dans une enquête aussi. Donc, on revient toujours sur les mêmes chiffres, c'est intéressant. Aux États-Unis, toujours. Alors, développement du trouble et comorbidité. Ça, c'est intéressant. Alors, au niveau du développement et de l'évolution, la dermatillomanie, on l'a vu, arrive souvent avec... non, on ne l'a pas encore vu. On a dit que c'était une acné légère. Alors, ça arrive souvent à l'adolescence. Ça, c'est sûr. C'est, je pense, 90% des cas. Ça, il faut le savoir. Comme beaucoup de troubles en psycho, en général, les troubles arrivent à l'adolescence. Hein. Ça, ce n'est pas hyper nouveau. Néanmoins, là, je pense que c'est quand même lié avec l'image, l'adolescence, la féminité ou pour un homme, le fait voilà, de devenir une personne, un adulte avec une image qu'il renvoie qui est beaucoup plus forte que voilà, au collège, ça commence, et en tout cas au primaire. Donc, souvent, à l'adolescence, ça arrive. Ensuite, au niveau des adultes, ça arrive plus tard parfois avec, je crois que j'en parle après, avec une grossesse, par exemple. Des fois, ça peut arriver. Ou une maladie de la peau qui induit un comportement, un rituel de grattage qui reste en fait, qui ne disparaît pas et qui s'accentue. Voilà. Donc, ça peut être des facteurs de stress liés à l'apparition d'un trouble ou d'un événement de la vie. Donc, ça s'appelle les facteurs de stress. Un décès, des conflits, grossesse, on l'a vu. Et là, il peut y avoir l'apparition du grattage incontrôlé et répété tous les jours. Si ce n'est pas apparu à l'adolescence, donc il y aurait une tranche d'âge où apparaîtrait le trouble entre 30 et 45 ans. Bon, oui, évidemment, en fait, si ça n'arrive pas à l'adolescence, ça arrive à l'âge adulte, donc 30-45, évidemment. Là, on n'en dit pas très long, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui est ressorti dans les articles. La derma est souvent cyclique, donc liée aux humeurs, aux cycles hormonaux, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que la dermatillomanie, parfois, peut disparaître des semaines, des mois ou des années. Ça, je l'ai déjà entendu, sans thérapie. La dermatillomanie, effectivement, est cyclique et des fois, la dermatillomanie disparaît et la personne pense qu'elle est libérée, soulagée et elle peut revenir. Dans l'enfance, effectivement, il ne faut pas les oublier. Il y a des enfants qui commencent déjà les grattages excessifs avant 10 ans. Il y a des mamans souvent qui m'appellent, qui sont désespérées. Et voilà, moi je suis psychologue pour adultes, donc j'ai beaucoup reçu les adultes depuis 11 ans. Il y avait une grande détresse au niveau des parents qui avaient des enfants qui avaient des triturages incontrôlés, excessifs, qui créaient des croûtes et des cicatrices. Voilà, aujourd'hui, j'ai formé pas mal de psys, notamment dans le centre voilà, d'où je vous parle. Et il y a des psychologues pour enfants qui reçoivent voilà, ces enfants en détresse. Au niveau des comorbidités, donc, pour répondre à la question tout à l'heure de Bérénice, oui, on peut souffrir totalement de dermatillomanie tout seul, et c'est la plupart des cas moi, que je reçois. Mais des fois, en tant que psychologue, je suis obligée de vous en parler, il y a des troubles associés. Évidemment, donc les autres CRCC, on va parler les autres comportements répétitifs centrés sur le corps. Donc, il peut y avoir une trichotillomanie associée ou une non-nicophagie. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai observé que quand on a une derma, on ne passe pas à la tricot, alors que quand on a une trichotillomanie, on peut souvent passer à la dermatillomanie, c'est intéressant. Souvent, il peut y avoir voilà, les petites peaux des ongles, voilà, l'onychophagie, c'est au niveau des ongles. Donc ça peut être associé. Donc les autres CRCC, bien sûr. D'autres TOC, j'ai essayé de vous les mettre un petit peu dans l'ordre. Évidemment, du lavage et pas forcément de l'ordre ou du pontage. Ça, c'est intéressant, du lavage, oui, puisque la derma, c'est de l'autopurification.
Des TCA, souvent la boulimie, qui sont associés à la dermatillomanie, des troubles anxieux, des phobies par exemple, des addictions, puisque du coup on retrouve voilà, l'aspect addictif, des troubles de l'humeur, puisque une dermatillomanie sévère peut entraîner évidemment une dépression, c'est très difficile à vivre. Des troubles de la personnalité, notamment borderline, on peut retrouver plus que les autres. Des troubles de dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie, on disait dans le DSM-4. Des déficiences développementales aussi, le syndrome de Smith-Magenis ou Prader-Willi, où il y a des grattages associés qui ne sont pas de la dermatillomanie, mais il peut y avoir des grattages voilà, compulsifs aussi. Et la surdouance, qui n'est pas une pathologie, mais qu'on met là les psychologues voilà, en comorbidité, souvent les hauts potentiels qui ont une forte arborescence et qui sont souvent dans l'introspection, l'insight, et qui ont un grand monde intérieur, ont du mal à gérer les émotions. Et j'ai remarqué qu'un grand pourcentage de mes patients dermatillomane étaient surdoués. Voilà. Donc ça, on retrouve beaucoup aussi, il faut le savoir. Alors, les CRCC, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des comportements répétitifs centrés sur le corps, assez connus aux États-Unis et peu en France. C'est dommage, donc du coup, j'en parle ici. Donc, les CRCC, c'est la trichotillomanie, l'onychophagie, la dermatillomanie et le mordiment des lèvres de l'intérieur des joues. Voilà, en anglais, on dit Body Focused Repetitive Behaviors. Donc, si vous voulez faire des recherches, donc c'est assez connu là-bas. Donc, ce sont des gestes répétitifs d'auto-toilettage, qu'on dit self-grooming. Rappelez-vous, tout à fait normaux, non pathologiques. C'est juste que comme tout en psycho, si on fait on lave trop, on se triture trop les boutons, on vérifie trop, ou voilà, on mange de manière excessive et répétée, voilà, avec des crises, évidemment, ça devient pathologique. Donc voilà, ça consiste dans le fait de se tirer les cheveux, de se gratter, de se triturer ou de se mordre la peau, tout ça, mais au point de se causer des blessures, en fait. C'est ça, les CRCC. Alors, les CRCC, on peut les faire pendant des activités physiques, comme marcher ou se maquiller. Donc, beaucoup se maquiller, parce qu'évidemment, la dermatillomanie, on se rapproche du miroir et là, on voit toutes les imperfections, donc danger. Et surtout les activités sédentaires, donc les activités où le corps ne bouge pas. Donc, regarder la télévision, être en cours, au travail, au cinéma, devant son ordinateur, etc., sur son canapé. Vraiment, l'ennui et la position statique, c'est un gros déclencheur en dermatillomanie. D'autres déclencheurs, donc l'ennui, je viens d'en parler, et puis la frustration, la solitude, le stress, l'anxiété, toutes les émotions négatives, le sentiment de rejet aussi, de solitude. Ça, on l'a déjà dit, d'isolement. Ça peut être fait en toute conscience, donc plutôt là, compulsif. Voilà, j'ai une pensée et donc je veux me soulager par ce comportement, mais souvent, beaucoup plus en état de semi-conscience dit hypnotique. Donc la personne, jusqu'au bout, par exemple le soir, jusqu'à temps de se démaquiller, dit « je ne craquerai pas aujourd'hui », comme en addiction, hein. « Je ne craquerai pas aujourd'hui, je vais résister ». Elle en est persuadée jusqu'au dernier moment et elle est devant le miroir dans sa salle de bain et puis paf, il y a un appel là, la personne se rapproche du miroir. Juste voilà, je vais juste vérifier, ou je fais que celui-là et en fait la crise s'enclenche, ça démarre et la personne ne peut plus s'arrêter. C'est vraiment déroutant. Elle perd la notion du temps, elle se triture le port d'à côté, le port suivant, après elle va chercher. Il y a une recherche en fait et à chaque imperfection, la personne se dit j'arrête et en fait, il faut comprendre que ce n'est pas possible. Voilà, c'est addictif, ce n'est pas possible. La personne est en crise, comme en boulimie, quand la personne commence à manger plusieurs choses sucrées, il y a une dépersonnalisation, elle s'en va. On ne pourrait pas arrêter une crise comme ça en plein milieu. Le travail psychothérapeutique réside dans le fait de prévoir les crises en amont. C'est comme une crise d'angoisse. Quand vous déclenchez une crise d'angoisse, il n'y a pas de technique pour l'arrêter en plein milieu. Nous, on a des techniques en amont pour prévoir les crises. Donc, c'est une recherche très minutieuse des imperfections. Ça, c'est sûr. On parle de focus souvent. Donc, la personne n'a pas de vision globale d'elle-même. Elle s'approche du miroir ou elle regarde comme ça. Et en fait, il y a un spot, il y a vraiment un focus sur une petite zone, toute petite zone de la peau. D'ailleurs, j'ai des patients qui cassaient leur miroir pour avoir juste des petits bouts de miroir parce qu'elles ne se supportaient pas de se voir même le visage dans l'ensemble, même un miroir comme ça.
Donc, vraiment, la personne se rapproche, il y a un focus et la personne ne voit qu'un petit aspect. Donc, évidemment, si on regarde quelque chose de très, très, très près, l'imperfection semble démesurée. Je comprends qu'on a envie de l'enlever, mais si on se regarde comme des personnes, évidemment, c'est facile, mais non pas de dermatillomanie, la vision est globale et on voit moins les imperfections, en fait. Voilà, donc séance de grattage, puis examen attentif de ce qui a été retiré. Dans les CRCC, souvent les personnes peuvent, comme une petite collection, garder les petits bouts de peau. Ce n'est pas souvent, mais en tout cas, les CRCC, voilà, ça arrive, comme dans la tricotillomanie, garder les cheveux ou garder la peau sur le côté, faire un petit tas. Il y en a qui jouent un petit peu avec la peau qui a été retirée, qui le passent voilà, en dessous sur les lèvres. Il y a un contact, il y a quelque chose des fois après. Et puis, il y a toutes les personnes qui se triturent et ne veulent pas en entendre parler, mais voilà, il y a un petit pourcentage qui joue ou étudie, analyse, regarde la peau de près, ce qui a été enlevé, qui veut dire beaucoup en psycho. Merci 1000 fois d'insister sur l'impossibilité d'arrêter. Je vais assister beaucoup aujourd'hui. Ce TOC n'est pas connu, il faut comprendre le désespoir de ce comportement. Mais merci Victoire, les petits messages comme ça. Alors, les autres CRCC, je l'ai déjà dit, la tricho, le mycophagie, le mordiment des lèvres et l'intérieur des joues. Donc, tout ça, ce n'est pas grave. Si on le fait un peu, on a tous enlevé des fourches, des petits cheveux blancs, enlevé des petites peaux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On se mord de l'intérieur des joues. Ce n'est pas grave, tout ça. Les CRCC, ce n'est pas grave. Mais si on les fait trop, ça devient un TOC. Voilà. Et là, il y a une conséquence psychologique et sociale, voilà, et dermatologique qui sont importantes. Alors, le TLC, le Trichotillomania Learning Center, il dit que ça, c'est une fondation très importante aux États-Unis qui œuvre depuis... Alors moi, en 2009, quand j'ai découvert la dermatillomanie, il y avait déjà le TLC. Donc, eux, ils travaillaient plus sur la tricot au début, comme moi sur la derma, par exemple. Et puis, ils sont ouverts. Aujourd'hui, il y a un congrès une fois par an et ils s'ouvrent à tous les CRCC. Voilà, j'avais fait un peu pareil parce que c'est logique. Au bout d'un moment, j'ai ouvert une association. Aujourd'hui, je vais en parler. Donc, j'anime avec Chloé Dutel. Et voilà, on œuvre à la psychoéducation et la connaissance des CRCC en général. Donc, selon le TLC, c'est 2 personnes sur 50. Personne n'en parle là-bas aussi. Ils se plaignent aux États-Unis aussi. Donc, on n'est pas hyper mieux lotis. Et ils n'hésitent pas à faire de la com dessus et dire vous êtes des millions à souffrir de ça. Parce que imaginez 1%, 1,4% d'une population générale, ce que ça fait aux États-Unis. C'est beaucoup plus que nous. Voilà, donc des personnes qui souffrent seules, honteuses et dans le silence. Voilà, ça c'est leur com. Et c'est bien qu'ils en fassent, puisque toutes les personnes qui ont fait des recherches arrivent toujours sur le TLC aux États-Unis. Merci à eux. Alors, les causes de la dermatillomanie. Alors, il y a plusieurs facteurs génétiques, environnementaux, psychologiques, bien sûr, comme dans tous les troubles de psycho. Les facteurs génétiques, il y aurait des prédispositions génétiques à se tirer les cheveux ou à se gratter la peau. On va parler des neurosciences aussi tout à l'heure. Donc, c'est un trouble du comportement de l'instinct de toilettage ou self-grooming, auto-toilettage. Certains cas de dermatillomanie dans la famille. Souvent, on m'a dit, en fait, je me rends compte que mon père le faisait. Ma mère, elle s'est triturée toujours les boutons devant un miroir, je la voyais. Et j'entends aussi ma mère me triturait les boutons dans le canapé. Elle mettait ma tête sur ses genoux et elle me faisait 1 heure de ravalement de façade. Donc, on s'aperçoit des fois en parlant que des parents ou dans la famille ou d'autres personnes dans la famille, des fois des frères et des sœurs, ont aussi une dermatillomanie. Donc, ce n'est pas isolé. Voilà, tout le monde ne l'a pas, mais beaucoup de personnes ont ce comportement. Il faut en parler, ce n'est pas une honte. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a des comportements similaires chez d'autres espèces d'animaux. Les souris, par exemple, s'arrachent les moustaches. Les oiseaux aussi s'arrachent les plumes. Et les singes aussi s'arrachent. Voilà. Donc, s'effeuiller, cette auto-purification, cet auto-toilettage, c'est chez les animaux aussi, on le voit, et de manière aussi exagérée. Et ça leur fait, les chiens, par exemple, qui se mordent la patte, ils ont des surfaces où il n'y a plus de poils. Voilà. Donc, on retrouve ça chez les animaux aussi. Et chez certaines femmes, voire chez beaucoup, quand elles l'observent, en fait, la derma, elle peut fluctuer en fonction des cycles menstruels. Ça, il y a souvent ça aussi. Alors, au niveau des facteurs
Psychologique, du coup, j'en ai marqué pas mal parce que bon, c'est aussi un petit peu mon domaine. Donc, je vous ai mis des pistes. Vous pourrez revoir la vidéo de toute façon au ralenti ou plus calmement quand je la posterai. Le perfectionnisme, c'est toujours quelque chose, voilà, un profil qu'on retrouve en dermatillomanie. Des événements stressants de la vie, on l'a vu. Je vais essayer de vous dire des choses qu'on n'a pas vues encore. Reprendre le contrôle sur soi, hein. Colère refoulée, ça c'est sûr. Recréer un pot à pot, un manque affectif aussi, un pot à pot inconscient. Le fait de se toucher comme ça, en psycho, ça rappelle les limites de son corps, d'où l'aspect un petit peu des fois en comorbidité borderline. Et en fait, les gens se caressent quelque part, en fait. Ils se touchent longtemps, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, c'est important, ça stimule les terminaisons nerveuses. Donc, c'est un câlin agressif, certes, mais voilà, il y a plusieurs connotations dans ce comportement. Le fait donc de prendre conscience de son corps et de ses limites. Rituel de purification, on l'a beaucoup vu. Les tabous, les non-dits, je n'en ai pas parlé encore. Agression sexuelle. Alors évidemment, on se doute qu'un TOC qui se fait dans l'intimité, enfermé dans une salle de bain, dont on a honte, il y a forcément un parallèle de honte à côté dans la vie. Donc, tout ce qui est secret, tabou, non-dit, oui, évidemment, c'est la métaphore de quelque chose qui est dans la peau ou dans la famille ou dans sa tête qu'on fait sortir comme ça et qu'on voit dehors, et ça a une symbolique en psychologie. Effectivement, voir une imperfection, la sortir, avoir le contrôle et pouvoir se dire cette imperfection, elle ne sera pas en moi, elle sortira. Voilà, évidemment, d'où le lien avec les agressions sexuelles. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles en dermatillomanie, enfin, qu'on retrouve comme facteur. Évidemment, là, la purification, on la comprend totalement, hein. Le corps sale, la peau qui a été touchée. Voilà. Mettre un geste là où les mots ne sont pas exprimés, donc les mots MAUX. Évidemment, la dermatillomanie, ça c'est le docteur Poméret, la grande dermatologue, qui en parle dans ses livres. Évidemment, c'est un geste qui se fait en automatisme, donc évidemment, ça exprime une psychologie. Donc c'est vraiment un geste là où il n'y a pas de mots. C'est vraiment très intéressant. C'est une fuite aussi, une évasion face aux agressions de la vie. Une dépersonnalisation où on n'est plus là, on est juste avec sa peau et on n'est pas dans le monde. Et pourtant, les personnes font comme ça la journée. À chaque fois, je leur demande à quoi vous pensez. Rien en fait, et à tout en même temps. Ça défile, mais elles se fixent sur rien en particulier. La journée défile ou des souvenirs et ça permet de rentrer dans une bulle. On me parle souvent d'espace de décompression. Voilà, une dynamique familiale, souvent des parents stricts et rigides, ça on retrouve très souvent. Souvent un père absent, donc un complexe d'Oedipe pour les femmes qui ne s'est pas réalisé. Donc, j'ai jamais été belle pour mon père, donc je ne le serai jamais quelque part. Il y a aussi le fait, avec des parents stricts et rigides, de fait de régresser ou de ne pas grandir en fait, et d'avoir éternellement un visage d'adolescent, symboliquement avec des boutons en fait, alors que c'est des lésions auto-créées. Mais voilà, je ne grandis pas, je serai toujours un ado. Mes parents ne m'ont pas donné le droit d'être adulte, l'accès à ce statut, et donc j'aurai aussi cette apparence. Je serai aussi imparfait comme je pense que je le suis, qu'on m'a fait croire. Donc voilà, c'est très, très symbolique. Et aussi des parents, souvent la mère est intrusive. Donc là, on voit le lien, mère intrusive, mère qui rentre dans l'espace, mère qui rentre dans la peau. Donc il faut sortir la mère. Voilà. Ça, c'est un peu psychanalytique, mais ça s'entend. Donc la sensibilité et l'hypersensibilité, on l'a vu, même sans surdouance, évidemment. L'hypersensibilité, beaucoup trop d'affects rentrés et qui doivent sortir. Problématique d'image, évidemment. C'est quand même un TOC qui donne des résultats physiques, de féminité, d'estime de soi. Alors, ça, c'est sûr. Et donc, des troubles mentaux associés qu'on a déjà vus. Alors, la dermatillomanie est une volonté de purification de toilettage. Qu'en est-il de la trichotillomanie? Quelle volonté se manifeste? Oui, donc ça, c'est pareil. La dermatillomanie aussi, trichotillomanie, donc ce n'est pas ma spécialité. Mais évidemment, là, il y a de la purification. Ce n'est pas pareil, la trichotillomanie. Il y a purification, d'enlever des imperfections au niveau de la chevelure. Et il y a aussi le fait d'enlever quelque chose. En trichotillomanie, il y a une notion qu'il n'y a pas en dermatillomanie, c'est la notion de perte. Souvent, il y a eu des décès qui n'ont pas été traités, des choses qui ont été refoulées. Il y a une grosse notion de perte, puisqu'en fait, il y a l'arrachage du cheveu représente un décès à chaque fois, une perte, ça c'est à travailler. Donc la volonté, elle n'est pas consciente. Encore une fois, dans les CRCC, c'est pas je vais m'arracher tous les cheveux et puis je vais être obligée de mettre une perruque.
c'est inconscient encore, c'est automatique, mais il y a vraiment l'idée de perte et de purification aussi, de garder que les cheveux qu'on aime. Donc, en fait, voilà, symbolique avec soi et de rejet aussi. De rien. Alors, facteurs environnementaux, c'est un mécanisme d'adaptation, ça c'est sûr. Auto-apaisant exutoire, un moyen d'augmenter le niveau d'activité corporelle quand il y a ennui, parce qu'en fait, je n'ai pas fait le lien, mais oui, donc il y a ennui, donc il y a activation du corps. Donc ça donne l'illusion d'être actif, en fait, avec des petits mouvements là où le corps ne bouge plus. Un moyen de contrôler les émotions quand il y a de l'anxiété ou des émotions négatives. De mettre l'esprit au ralenti aussi. Donc, on a parlé de bulle, mais aussi l'état est ralenti. On a parlé d'état dit hypnotique, mais voilà, aussi la personne est là, n'est plus là, elle s'endort, elle part. Donc, ça apaise. Et effectivement, ça peut aussi survenir la dermatomanie suite à une blessure ou une maladie de peau, où la personne a un petit peu commencé à enlever les imperfections ou les croûtes et à garder le geste. Alors, au niveau de l'impact et du retentissement. Alors, la derma, elle est associée à une détresse liée à toutes les conséquences, puisqu'on peut aller de 1 heure par jour à plusieurs heures, c'est souvent plusieurs heures. Hein. Si vous cumulez toutes les vérifications devant le miroir, le maquillage, le matin, la journée, les petites retouches, voilà, et puis en arrivant, il y a beaucoup de personnes c'est la première chose qu'ils font en arrivant chez eux. Ils avaient repéré quelque chose, ils n'ont pas pu, voilà. Ils se démaquillent parce que le maquillage obstrue les pores. Le problème, c'est que se démaquiller, c'est voir la peau en dessous. Bon. Et puis, il y a le soir, qui est le pire en dermatillomanie, c'est le soir. C'est avant de se coucher. Voilà, là, c'est le summum du pic. Il y a beaucoup de conséquences. Donc, j'insiste. C'est grave. Vraiment, la personne qui est atteinte de dermatillomanie, elle est en retard puisqu'à cause des crises, il a fallu qu'elle mette du maquillage, voire absence, puisqu'elle ne pourra pas aller à l'événement. Elle est trop défigurée. Elle évite les médecins, parce que là où il faut enlever ses habits, c'est l'ostéopathe, les gynécologues. J'ai des patientes qui ne peuvent pas aller voir le gynéco parce qu'en fait, elles ont des croûtes et des plaies et des cicatrices partout, des taches brunes, et elles ont trop honte. Voilà, on se couche plus tard, on ne peut pas faire d'activité sportive ou plus ou moins parce que la salle de sport, le maquillage, il faut en mettre parce qu'il y a des gens et puis il va couler, ça va faire moche et puis en plus, on va voir surtout. On ne peut pas trop regarder les gens dans les yeux, enfin on peut, mais du coup, il y a de la honte, donc voilà, il y a un évitement. Il y a plein de techniques, on va le voir, de camouflage. Donc absence, arrêt, annulation ou évitement de sortie et d'événements, puisque il y a une crise qui a eu lieu juste avant. Évidemment, la dermatillomanie, ça arrive juste avant un événement. Donc, vous avez un baptême, un mariage, quelque chose. Il y a une montée de stress, il se passe quelque chose et la personne va le faire juste avant, alors que ça fait 2 semaines qu'elle se retient pour être jolie ou beau à cet événement. C'est quand même c'est assez horrible. Le repli sur soi, parce qu'en plus, c'est un TOC qui n'est pas connu. On ne peut pas en parler parce que qui va comprendre? En fait, je passe des heures devant mon miroir et je me fais les boutons. Et en plus, je suis moche après. Donc, en fait, quel est l'intérêt? Contrôle tes mains. En fait, je ne peux pas. Mais j'aimerais. Ça fait des années, ça fait des semaines, des mois que je lutte. J'ai tout essayé, les gants, ne pas allumer la lumière dans la salle de bain, m'attacher les mains, ne pas aller dans la salle de bain. Et en fait, ça revient. Voilà, l'incompréhension de l'entourage, la solitude, l'incapacité d'aller à la mer ou à la piscine, puisqu'on est en maillot de bain, donc évidemment, avec toutes les tâches, ça dépend en fait si vous faites que la poitrine, voilà, encore ou le maillot, et encore. Le maillot de bain peut cacher, mais sinon, le maillot de bain ne cache pas grand-chose. Donc, voilà, le dos, tout ça, le décolleté, les jambes, voilà, on va voir tout ça. Souvent, on ne peut pas mettre un dos nu ou un décolleté. Voilà, ça empêche de mettre les habits qu'on veut. Ça, je ne l'ai pas marqué, mais on en parle plus tard. Voilà, de toute façon, vous aurez le temps de voir tout ce que j'ai mis. Au niveau dermatologique, il y a beaucoup de complications médicales. Enfin, il peut y avoir des complications médicales, des traitements antibiotiques. Ça, il y a souvent, chez le dermatologue, ils donnent souvent des traitements. Et des cas rares de synovite des poignets. Je n'ai jamais eu en 11 ans, donc ça doit être vraiment rare. En revanche, ce qui est moins rare, c'est le fait que ça peut faire mal.
même si la personne a un état de semi-conscience et qu'elle ne sent pas la douleur à cause de l'état hypnotique, elle peut des fois ressentir pendant ou après, surtout une fois que l'état hypnotique est parti, de la douleur, des picotements dans la peau, évidemment des dommages au niveau des tissus, donc blessures, plaies, croûtes. Croûtes, c'est le plus répandu. Des infections, donc ça c'est quand même grave. Des cicatrices, donc des défigurations sur du long terme. La perte de la couleur de l'épiderme, donc ça c'est quand même très embêtant. Des saignements, des abcès, des staphylocoques dorés et septicémie. Donc ça, j'en ai eu 2-3 cas en 11 ans. J'ai des patients qui ont failli mourir d'une dermatillomanie parce qu'ils avaient infecté le sang. Voilà, donc c'est un trouble psycho-dermato-médical. Il faut prendre en compte que ça touche, c'est pluridisciplinaire, ça touche plusieurs professionnels et ce serait bien qu'on travaille ensemble, psychologues, médecins généralistes, dermatologues, psychiatres, pour prendre en charge les patients avec une meilleure qualité de soins et qu'on en parle. Les conséquences émotionnelles et psychologiques, il y en a beaucoup, évidemment. Donc, ça peut passer d'un léger embêtement, un petit problème, à un combat au quotidien, de résister, mais aussi de camoufler et de traiter. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, détresse émotionnelle très grande, une baisse d'estime de soi et une déprime. Ça, c'est pratiquement sûr à un niveau élevé, voire une dépression. Voilà. Et donc, je vais vous parler du camouflage. On n'en a pas parlé encore. Donc, il peut y avoir un mécanisme de compensation d'un TOC à l'autre, exemple arrêt de la derma, augment de la trichotomie. Tout à fait. Merci Anso. Tout à fait. Si on a 2 CRCC, s'il n'y a pas de traitement thérapeutique où on regarde les déclencheurs et on traite la source et les facteurs déclencheurs, effectivement, si on le fait tout seul, on peut augmenter une derma ou une tricho ou un TOC de lavage ou dû au fait de se retenir d'un côté, en fait. Donc, effectivement, ça fait vase communicant. Donc, c'est très embêtant parce qu'avoir moins pour avoir l'autre, ça se tirer plus de cheveux pour avoir moins de croûte sur le visage, c'est pas mieux. Effectivement, sachant que la derma, ça se voit tout de suite puisque ça fait un impact, la dermatologie qui réagit, qui s'inflamme tout de suite. La tricot, c'est pas mieux puisque à force d'enlever des cheveux, il repousse plus, il pousse mal. Ça fait des zones dans le cuir chevelu où il n'y a plus de cheveux. On est obligé de mettre une perruque, des bandeaux. Et le cheveu, il ne pousse pas aussi vite qu'une peau qui se répare. Donc, les deux sont horribles, en fait. C'est pareil, la onychophagie, on pourrait se dire, oui, tout le monde se ronge les ongles plus ou moins. Non, quand vous rongez tellement que vous déformez le bout du doigt, que vous n'avez plus d'ongles et que vous êtes toujours comme ça dans la société parce que vous n'osez pas, enfin, il y a la même honte. Il n'y en a pas un qui est plus avantageux ou pire que l'autre. Voilà. Alors, au niveau des techniques, donc le maquillage, on en a parlé. On n'a pas parlé des chapeaux. Hein, les gens qui ont des CRCC mettent tout en œuvre. Les habits à manches longues pour cacher si vous triturez là. Les habits qui cachent le décolleté. Le dos aussi. Pas de dos nu pour les personnes qui ont une dermatillomanie et qui se grattent dans le dos. Des pantalons, pas de jupe, pas de choses, pas de shorts en été pour les dermatillomans. Des accessoires, des lunettes de soleil, des foulards, des bandeaux, donc tout ce qui est possible. Et par exemple, les cheveux lâchés, les dermatillomans souvent ne font pas de queue de cheval, puisqu'il peut y avoir des triturages dans le cou. Tiens, Chloé, tu peux me passer mon câble? Gris. Alors, j'en profite, il y a Bérénice qui nous pose une question. Peut-on dire que le dermatillomane ou la dermatillomane accentue et aggrave son acné? Dans mon cas personnel, je sens que je retouche bien plus à ma peau depuis l'arrêt de la pilule. Ah oui. Et j'avais cessé de le faire quand j'avais une belle peau. Oui, parce qu'à mon avis, au niveau des hormones, à l'arrêt de la pilule, il y a dû se passer quelque chose, évidemment. Et du coup, il peut y avoir une augmentation des grattages. Et alors, est-ce qu'on augmente son acné? Non, puisque je ne suis pas dermatologue, mais ce n'est pas l'acné qui est accentué. L'acné, c'est un effet dermatologique de votre propre peau. Là, c'est plutôt la lésion des tissus qui est accentuée parce que plus vous grattez, plus vous infectez la petite partie à côté à cause des doigts. Je n'ai pas parlé des outils utilisés. Il y a souvent la pince à épiler qui est utilisée en dermatillomanie, des petites épingles, des petits trucs, n'importe quoi qui pourrait aider à enlever de manière minutieuse les petites imperfections. Donc, en fait,
peut-être qu'une acné est aggravée peut-être sous l'arrêt de l'effet de la pilule, et à mon avis, il se passe quelque chose de cet ordre-là et des imperfections qui doivent ressortir, mais peut-être aussi, voilà, les deux peut-être, le fait de triturer sa peau davantage, créer encore davantage de choses à revoir le matin et à retriturer le lendemain. Je sais aussi que, par exemple, je pensais que mes patients, ils trituraient beaucoup en septembre et qu'il y avait des crises qui augmentaient. Je faisais le lien avec la rentrée. En fait, j'en ai parlé avec un dermatologue qui m'a dit oui, il y a aussi le soleil, parce qu'en fait, l'été, le soleil déjà est un antiseptique, donc je ne savais pas, et épaissit la peau. Donc, du coup, vos imperfections, elles seront au fond et on a une plus belle peau l'été. Voilà. À la rentrée, il n'y a plus de soleil, moins, et la peau est plus lisse. Et du coup, ça fait ressortir toutes les imperfections. Donc, en gros, tout le monde a plus d'imperfections à la rentrée. Et donc, ça augmente la dermatillomanie. Le confinement aussi a augmenté la dermatillomanie, puisque les personnes étaient seules chez elles et elles n'avaient pas besoin d'avoir une peau nette pour le lendemain, le surlendemain, puisqu'on était confinés. Du coup, ça laissait libre cours au comportement qui s'est accentué dans pas mal de cas, malheureusement. Alors, Fanny, le pire, c'est quand on a trichotillomanie, dermatillomanie, on a presque plus de cheveux pour cacher les plaies. Un enfer. On cache les cheveux manquants en les attachant, mais du coup, on voit encore plus notre visage. Ah oui. Donc là, voilà, c'est double peine. Là où les cheveux pouvaient servir à cacher des choses, il y en aura moins. Donc là, ça va être les accessoires. Effectivement, je comprends votre souffrance, Fanny. Voilà, je vous ai mis des choses que j'entends souvent qui sont utilisées en dermatillomanie. Donc, techniques de camouflage qui font partie intégrante de ce TOC. La dermatillomanie est à différencier des troubles dermatologiques, donc prurigo, infections délirantes aussi. C'est des personnes qui, donc là c'est plus psychotique, qui ont l'impression d'être envahies par des parasites et du coup qui se grattent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des parasites dans leur peau. Donc là c'est plus... c'est des infections délirantes, donc rien à voir. Et par exemple, une dermatite factice, voilà, eczéma, ou les patients de ce syndrome n'ont pas de comportement auto-agressif, il n'y a pas de volonté de se purifier. Là, ça gratte vraiment. Donc, il n'y a pas de recherche d'imperfection, ça gratte. Et puis, du coup, bon, voilà, ça fait les mêmes effets. Et encore, puisque triturer et pincer pour faire sortir quelque chose, vraiment, c'est un effet spécial qui inflamme le pore, fait sortir. Bon, puis il y a la main, évidemment, ou l'outil qui peut avoir des bactéries. C'est parfois pire que de gratter avec les ongles et encore. Alors, un petit peu de neurosciences. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la peau. Donc, on a lu 2 mètres carrés de peau. Donc, quand j'avais découvert ça, j'étais très surprise aussi. C'est assez fascinant. Donc, la peau qui est un organe sensoriel responsable du toucher, organe sensoriel comme les yeux et les oreilles. Donc, ça, c'est quand même voilà, très intéressant. C'est un organe de revêtement qui limite notre corps et qui nous donne notre apparence et notre identité. Par exemple, les empreintes digitales. Qui nous renseigne aussi sur le temps, avec les cycles jour-nuit, avec les yeux aussi. Donc, la peau a aussi ses récepteurs, c'est super intéressant, avec des fonctions cutanées multiples, dont un effet barrière très efficace apparemment, encore plus même que le système immunitaire. La peau nous protège de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, il y a une flore naturelle de la peau qui est une défense antimicrobienne, d'où le fait de ne pas trop la gratter pour qu'elle conserve voilà, ses protections et ses agents. Voilà, il y a des enzymes et des antibiotiques fabriqués par la peau. Donc ça, c'est fascinant. En 2016, il y a un journal, British Journal of Psychiatry, qui avait sorti une étude. Alors, certes, ce n'est pas voilà, énormément de gens, mais 18 sujets avec une derma, c'était quand même intéressant, qui était passé à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et suite à une tâche cognitive, hein, la tour de Londres, qui est connue en psychocognitive, ils avaient fait une tâche et on avait vu que les sujets atteints de derma présentaient une sous-activation fonctionnelle dans des zones cérébrales englobant le striatum et voilà, le noyau codé plus particulièrement et le cingulum antérieur. Donc, il y a une problématique d'inhibition qui aurait été prouvée chez certains patients de dermatillomanie. Donc, ce n'est pas que psycho. Il y aurait, donc on continue à chercher les causes voilà, neuro, biologiques aussi, puis environnementales, mais apparemment, il y aura un problème d'inhibition là où d'autres personnes arriveraient plus facilement à se contrôler. Les patients atteints de dermatillomanie
aurait une sous-activation face à la capacité de se contrôler dans la rétention du grattage. Donc ça pourrait expliquer pourquoi c'est pas de leur faute et qu'il y a cet élan comme ça qui est difficile à contrôler, là où d'autres personnes peuvent s'arrêter plus rapidement que les patients atteints de dermatillomanie. Psychologie de la peau. Donc, je vous ai conseillé à la fin des livres, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Donc, tous les livres qui m'ont plu, mais voilà, qu'il faut lire, parce qu'il y en a à peine une dizaine dans le monde et il n'y en a pas beaucoup en français. Sur la dermatillomanie, il n'y en a pas encore à ce jour. Mais il y a quelques médecins ou des dermatologues qui ont écrit sur les problématiques de peau en général et on retrouve des fois une petite ligne ou deux sur le grattage compulsif. Voilà, donc évidemment, si vous aimez bien la psycho, n'hésitez pas à lire Didier Anzieux, la limite du corps, ce que représente la peau, forme archaïque de la peau et du retournement de l'agressivité sur le corps. La honte consécutive vient de ce qu'on sent que si on commence à se gratter, on ne pourra pas s'arrêter et qu'on est mené par une force incontrôlable et cachée, qu'on est en train d'ouvrir une brèche à la surface de la peau, alors qu'Anzieux ne parlait pas de dermatillomanie, donc c'est assez intéressant. Il y a Martine Fabre qui a écrit un super livre, vraiment, qui parle de peau martyrisée dans un besoin de se rassurer. Donc, c'est exactement ça, de se défouler, de canaliser dans un geste, une attaque de la peau. Le besoin est là, de se gratter, de se ronger les ongles, de s'arracher les petites peaux. Donc là, elle parle de CRCC, sans s'en rendre compte, qu'on appelle à juste titre des envies de se tordre les cheveux ou de les arracher. Voilà. C'est comme s'il s'agissait de l'incapacité de laisser ses mains immobiles, donc ça on en a parlé, et comme si ces gestes nuisibles étaient un moyen de se calmer, de combler l'attente, d'empêcher le temps de prendre toute la place. Donc très beau et très pertinent. Danielle Pommeret, évidemment, la grande dermatologue psychiatre et psychanalyste, qui a écrit des livres fascinants, qui est la première dermatologue psychiatre psychanalyste à avoir fait le lien en France entre la peau et la psychologie, qui a été très décriée, comme elle m'a dit, pendant longtemps. Et c'est juste récemment, vers la fin, que maintenant on dit qu'elle est formidable, que c'est la première à avoir fait le lien entre la peau et la psycho. Alors que, bon, elle m'avait partagé qu'elle avait souffert un moment de manque de reconnaissance. Aujourd'hui, elle a écrit que 80% des maladies, selon elle, maladies de peau, ont une origine psychologique. Donc oui, évidemment. Alors, je vous conseille ces livres qui sont passionnants. Alors, Clotilde. Eh bien, moi, j'ai lu tous ces livres, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous en parler à la fin. Je vous ai mis une bibliothérapie. Voilà, quel livre parmi ceux-là que tu as lu nous conseilles-tu le plus? Je vais vous le dire. Alors, Didier Anzieux, pour ceux qui aiment la psychologie de la peau, vraiment, je recommande. Je vous ai mis un petit échantillon d'images que j'avais trouvées sur Google depuis des années, qui m'ont aidé à comprendre la dermatillomanie. Sans les personnes qui témoignent, les professionnels, on ne peut pas comprendre vraiment ce que c'est. D'où le fait, par exemple, qu'au centre, on fait avec l'association, je vais vous en parler, d'un vernissage une fois par an. Ça fait quelques années que je fais ça, où on invite les patients qui souffrent de dermatillomanie à s'exprimer dans une œuvre artistique, n'importe laquelle, photo, peinture, modelage. On a eu des œuvres, des constructions absolument superbes. Ça permet, donc c'est un atelier art thérapeutique, ça permet aux personnes de s'exprimer dans leur souffrance et aux personnes qui viennent voir le vernissage de comprendre ce que c'est qu'une dermatillomanie, pas par un professionnel avec des termes techniques, mais par les personnes qui en souffrent, qu'est-ce qu'elles vivent. Et par l'art, je trouve ça super intéressant. Donc moi, j'avais eu ce dessin-là très coloré qui m'avait beaucoup, ça m'avait permis de comprendre. Donc j'avais une dermatillomanie qui a été coupée. Je ne suis pas contagieuse, ce qu'on pourrait croire. Là, il y a un traitement, mais ça ne se guérit pas. Alors si, la dermatillomanie, ça se traite totalement, ça se guérit. J'ai un trouble impulsif, donc c'est marrant. Déjà à l'époque, les patients avaient compris que c'était impulsif, même si ce n'était pas encore classé. Je n'ai pas un problème de peau. C'est comme un TOC. Donc, vous voyez, là, elle était déjà sur la piste. Ce dessin, il remonte à plus de 10 ans. Et si je pouvais arrêter, je le ferais. Voilà, ça c'est les dessins que j'aime bien et qui m'ont inspiré aussi. Il y en a un en italien. Et cette BD, par exemple, qui peut aider les entourages aussi à comprendre.
super initiative, bravo. Merci. La Tresse Association. Je vais regarder, du coup, ça m'intéresse. Voilà, donc je pense la mère ou quelqu'un de la famille qui dit à April pourquoi tu mets autant de temps à la salle de bain pour rien, voilà, tu es encore en train de te faire les boutons, hein, de triturer la peau. Et elle lui dit laisse-moi tranquille. Et elle lui dit tu vas encore empirer ta peau. Et elle lui dit encore laisse-moi tranquille. Elle dit ça depuis le début. Et elle lui dit ok, je te laisse tranquille. Et elle pleure et elle dit j'aimerais moi-même me laisser tranquille. Voilà, ça c'est le genre de BD et tout ça qui nous aide à mieux comprendre. Alors, on a fini. Je vais vous laisser du temps pour vos questions, si vous voulez. Du coup, moi, je traitais toute seule la dermatomanie. J'ai formé des personnes en France, un petit peu partout à Paris, une à Troyes et une à Toulouse, si elles y sont toujours. Et puis, j'ai ouvert le centre de dermatomanie des CRCC dans le centre de thérapie intégrative. Donc, c'est inclus, que j'ai ouvert en mai 2020, donc l'année dernière à Paris, où j'ai formé spécialement des psychologues qui étaient déjà intéressés par les CRCC et du coup qui sont devenus spécialistes. Là, ça va faire 1 an déjà qu'on a ouvert et qui reçoivent tous les jours des enfants et des adultes atteints de CRCC. Donc, on propose des thérapies individuelles, des groupes de parole, à distance aussi, puisque la derma, ça ne touche pas que les gens en Ile-de-France ou sur Paris, parce qu'on est à Paris. Déjà, toute seule, j'avais fait des visios un petit peu partout dans le monde, donc ça, il n'y a pas de souci. Surtout avec le Covid, les psys se sont ouverts aux visios. Chaque année, on a célébré l'année dernière et on continuera de célébrer, j'y tiens, la semaine internationale des CRCC, qui a lieu du 1er au 8 octobre tous les ans et qui n'est pas du tout connue. C'est un petit peu dommage. Donc, voilà, j'en parle. Et on propose des conférences, des événements, des webinaires. En général, tout ça, c'est gratuit. Et des sensibilisations, comme aujourd'hui. Donc, ce centre de thérapie intégrative qui abrite le siège social donc, de l'association que j'ai créée avec Chloé Dutel qui m'a rejoint du coup en tant que vice-présidente, qui regroupe des professionnels de santé un peu partout dans le monde francophone. Voilà, on avait le Canada, bon, on n'a plus, c'est dommage, mais en Afrique, Armel Abadagan, voilà, Chloé Dutel, voilà, on n'est pas nombreux, mais c'est une invitation au Liban, au Luxembourg, en Suisse, j'ai toujours personne, en Belgique, je n'ai pas de représentant non plus, et je ne sais pas non plus qui exerce voilà, dans ces pays. Et au Canada, du coup, je recherche, donc partout, hein, on recommence un petit peu, voilà. On recherche des professionnels qui s'intéressent au CRCC pour travailler ensemble, partager nos articles, nos connaissances. Et j'ai un petit projet de colloque dès que ce sera possible. J'aimerais ouvrir le premier colloque des CRCC. J'espère que ça se fera. Ça fait 11 ans que j'ai ce rêve. On passerait une journée entière ou plusieurs jours à parler des CRCC. On ferait venir plusieurs intervenants. Ce serait bien, puisque ce n'est toujours pas très connu. Voilà, je vous ai mis une petite bibliothérapie, bibliographie, petit lapsus, bibliothérapie aussi, à votre disposition. Donc, moi, j'ai adoré La peau neuronale de Misery. J'ai adoré les livres de Poméray, Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Martine Fabre aussi, j'avais découvert. Je cherchais tous les livres qu'il y avait à l'époque. Donc, il n'y en a pas beaucoup en français. Il y en a plus en anglais. Il y en a un en allemand, pour ceux qui savent lire l'allemand, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, donc, évidemment, le Moi-peau de Didier Anzieux, qui est un incontournable sur la peau. Quelques livres aux États-Unis. C'est souvent des coachs qui ont fait des livres comme ça avec des petits tableaux, des petits exercices. Donc, ça, c'est super bien. Bon, en anglais. Et puis, évidemment, l'incontournable livre de Angela Hartling, la Canadienne, qui est la première dans le monde à avoir écrit un livre sur la dermatillomanie, donc en anglais. Mais voilà, c'était en 2010 et c'est vraiment avec elle que c'est parti. Premier livre dans le monde et du coup, voilà, on a pu le lire. Elle a parlé de la derma sans tabou. Ça a été thérapeutique pour elle et d'ailleurs, ça l'a probablement aidé à guérir en partie. C'est très intense et c'est avec des livres comme ça qu'on comprend mieux aussi. Donc, alors, est-il possible de vous contacter dans le cadre de l'association La Tresse, évidemment, dédiée aux femmes atteintes d'alopécie, évidemment, afin d'avoir votre avis sur l'impact psychologique extrêmement puissant de la perte de cheveux? Tout à fait. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est, moi, je peux vous mettre aussi en lien avec le docteur Seznec,
qui est spécialiste de la trichotillomanie. Mais oui, évidemment, on peut se mettre en lien et avec plaisir. Il n'y a rien, ce serait bien. J'essaye de mettre des choses sur le Facebook aussi de l'association sur la trichotillomanie. Il y a notamment un coiffeur qui est en France, c'est pas dans l'Île-de-France, qui accepte tout à fait les clients qui ont une trichotillomanie, qui sont ouverts et qui accueillent toutes les personnes qui ont des problématiques de perte de cheveux. Donc ça, c'est bien. J'essaie de mettre aussi des liens, mais avec grand plaisir. Il faut en parler, hein, c'est important. Et Anso, peut-on vraiment guérir ou seulement diminuer le TOC? Non, ça s'enlève une dermatomanie. On peut tout à fait guérir d'une dermatomanie. Alors, on ne dit pas guérir en psychologie parce que ce n'est pas une maladie médicale. Et comme c'est psycho, on met des doutes, on ne sait jamais, ça peut revenir, il faut rester humble par rapport au traitement. Mais moi, ça fait 11 ans, j'ai traité plein de personnes, des centaines, et il y a plein de personnes qui me font des retours. Et aujourd'hui, la dermatomanie a vraiment disparu de leur vie et on peut vivre sans. Donc oui, on peut guérir totalement. Et il y a les deux, évidemment. Et puis des fois, c'est plus compliqué, on peut diminuer grandement le TOC, et puis c'est plus vivable, et il restera des petits gestes. Mais en tout cas, en thérapie, on vise, vu que c'est une addiction, l'arrêt total, alors pas d'être en contact avec sa peau, mais de ce geste excessif. Parce que comme c'est pour moi une addiction, si on vous dit que vous pouvez boire un peu, je ne sais pas s'il y aura un intérêt face à un alcoolisme, c'est quand même recommandé d'arrêter totalement. Alors, c'est compliqué avec la dermatomanie parce qu'on est en lien avec sa peau, la peau est juste là, il n'y a pas besoin d'aller dans un magasin pour aller chercher sa substance ou de passer une commande, c'est très compliqué, mais c'est possible en comprenant bien la peau, la personne, son parcours, et avec plein d'exercices destinés et personnalisés sur les CRCC, quand on connaît bien, c'est tout à fait possible. Et quelle thérapie conseillez-vous? Alors, principalement les thérapies cognitives et comportementales. Déjà à l'époque, en fait, je me suis mise à traiter la dermatillomanie puisque j'ai une patiente qui m'a parlé d'un skin picking et je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai cherché un petit peu. Il y avait marqué que ça se traitait bien par les TCC. Et je me suis dit, ça tombe bien, je fais des TCC. Voilà, donc je me suis un petit peu lancée dans l'aventure sans savoir que ce n'était pas du tout connu. Et donc, les TCC, ça marche très, très bien. Néanmoins, un comportementaliste qui connaît les CRCC un petit peu, puisque traiter un TOC sans savoir de quoi il retourne, c'est un petit peu, il y a des lacunes. C'est comme si une TCC, ça traite très bien la dépression, mais si vous ne savez rien sur la dépression, que le psy puisse se renseigner. Il y a des formations au centre et donc des conférences, il y a plein de choses, donc c'est possible. J'avais fait des brochures. C'est vraiment possible aujourd'hui d'ouvrir le DSM, de se renseigner un petit peu. C'est vraiment accessible. Alors, Victoire, y a-t-il des possibilités de prise de rendez-vous avec vous? Oui, il y a un petit délai d'attente, mais sinon, il y a toute mon équipe aussi qui est là pour vous. Comment nous contacter? Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies sur Internet. Si vous êtes loin, on fait des consultations à distance. Donc, vous êtes la bienvenue, évidemment, à tous les ateliers, aux prises en charge thérapeutiques et aux conférences, bien sûr. En combien de temps peut-on guérir? Alors, ça, c'est une question difficile en thérapie, toujours, parce que comme c'est psychologique, ça dépend le soin dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que vous déjà, est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que vous allez venir dans le temps? Est-ce que vous allez faire vos exercices? Est-ce qu'il y a une bonne alliance thérapeutique avec le psy? Est-ce que les exercices vous conviennent? Il y a beaucoup de facteurs, mais sinon, déjà en TCC, on dit qu'une prise en charge, c'est entre 3-4 mois et 2 ans. Et je dirais que c'est à peu près ça aussi pour une dermatomanie, avec une moyenne, j'ai marqué depuis 1 an de 1 an. Depuis 11 ans de 1 an. Voilà, souvent 7-8 mois, 10 mois. 10 mois, 1 an. Donc c'est très très court. Ça rentre dans la catégorie des thérapies brèves. Il y a d'excellents résultats avec la dermatomanie. Parce que personnellement, j'ai adapté une prise en charge. C'est les patients, comme je ne connaissais rien, qui m'ont dit comment faire. Donc, en fait, j'ai inventé un protocole thérapeutique qui est totalement adapté à la dermatomanie et au CRCC. Donc, c'est les patients qui ont construit le protocole. Donc, du coup, il marche évidemment parce que ça a été fait avec les patients et pour les patients. Donc, il y a de beaux résultats et c'est très, très agréable de travailler dans la dermatomanie.
Alors, on peut passer aux questions. Hein. Je peux vous donner un petit peu de temps si vous voulez. J'ai 10 minutes encore. Avez-vous des conseils ou des petits exercices à faire au quotidien pour éviter les crises? Oui. Oui. Alors, ce n'est pas thérapeutique, ça n'enlève pas une dermatillomanie. Hein, et donc, on l'a déjà dit, un trouble psychologique avec des causes internes et psychiques. Mais sur le site de l'association, je vous ai mis toutes les, ça s'appelle autostratégie. Et vous avez toutes les stratégies environnementales, cognitives, émotionnelles, etc. À mettre en place. Des choses peut-être que vous avez déjà faites. Donc, on a déjà dit, aller dans sa salle de bain avec une bougie pour ne pas trop voir des lunettes de soleil, enlever les miroirs, mettre des gants. Moi, je ne suis pas trop adepte de ces techniques parce que c'est des évitements. Alors, c'est normal, en tant que psychologue, et comportementaliste, j'ai envie de traiter le comportement. Et en tant que thérapeute en approche existentielle et analytique, j'ai envie de comprendre les causes aussi, voir le patient dans son ensemble et pas traiter que le comportement. Mais oui, il y a plein de tips, hein, il y a plein d'auto-stratégies sur le site de l'association à autostratégie. J'en ai mis vraiment beaucoup. En fait, j'ai mis tout ce que j'ai appris en 11 ans, beaucoup tiré des blogs et des réseaux sociaux américains. Il y avait une patiente qui s'était guérie toute seule en se mettant des tatous pour enfants sur la main. Elle les grattait, ça la soulageait, ça lui suffisait. Elle a arrêté comme ça. Donc, voilà. Que pensez-vous de l'hypnothérapie? J'en pense grand bien, Cassandre. Je sais que ce n'est pas une thérapie. Apparemment, c'est les patients qui m'ont renvoyé ça, qui pourra traiter sur du long terme la dermatillomanie. Ce n'est pas suffisant cette approche. Il faut une approche intégrative pour traiter la dermatillomanie. L'hypnose, c'est très bien. Il faut une TCC, le cognitif, évidemment le comportemental. Existentiel si c'est possible. Évidemment analytique. Un travail sur l'estime de soi, évidemment un travail sur le perfectionnisme. C'est assez intégratif. Moi, de toute façon, je suis pour les thérapies intégratives. Donc l'hypnothérapie, je me serais formée tout de suite si tous les patients me disaient que ça marche, en plus en quelques séances. Et je me suis aperçue que les patients disaient écoutez, j'ai fait une hypnose, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est très bien, mais pas seulement. Peut-être combiné avec d'autres approches aussi. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. D'un point de vue financier, combien approximativement faut-il prévoir pour une guérison de derma? Est-il possible de se faire prendre en charge une partie par la Sécu? Alors, les psys en France ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Néanmoins, si vous allez dans une structure publique, CMP, hôpitaux, le soin est gratuit. Ça, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est embêtant, toujours, ce qu'on me renvoie, c'est oui, mais ils ne connaissent pas la dermatillomanie. Donc, effectivement, c'est embêtant. En privé, ça dépend du psy et de où il est situé aussi. Il y a toujours le tarif est toujours en fonction des charges, donc du lieu. Après, je sais que depuis le Covid, il y a des mutuelles qui remboursent plusieurs séances maintenant. Pas assez pour une thérapie, évidemment. Donc, j'espère qu'on y viendra un jour. Mais donc ça dépend si vous allez en public. Le soin est remboursé complètement, il n'y a pas de dépenses. Et si c'est en privé, c'est du dépassement d'honoraires. Donc, c'est selon le psychologue. Donc, il y a tous les prix, du coup. Pourriez-vous nous rappeler le nom de l'association? Donc, l'adresse association. Donc, c'est l'association l'association francophone des CRCC. Donc, c'est AFCRCC. AFCRCC, on a un Instagram et un Facebook pour les réseaux sociaux où on met tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, qui sort au fur et à mesure sur les CRCC. Où est le site de l'association dont vous parlez? Ce n'est pas le centre de thérapie. Non, c'est différent. Donc, le centre de thérapie intégrative, c'est les prises en charge privées de toutes les pathologies, en fait, de l'enfant à l'adulte, avec toutes les approches psychologiques au même endroit, mais qui abrite effectivement mon association, c'est le siège social, et c'est là où je fais tous les événements. S'il y en a qui sont venus en 2020, on a fêté la Semaine internationale des CRCC. Il y avait des ateliers gratuits tous les jours, une conférence avec Camille, qui est là aujourd'hui, je crois, j'ai vu tout à l'heure. Bonjour. Et voilà, Chloé, la vice-présidente, a mis le lien. Donc, c'est différent, mais je mêle les deux, puisque le centre, j'ai beaucoup d'espace, j'ai une salle de réunion, etc. Et ça me permet de faire tous les événements. Et donc l'association est dedans, mais effectivement, c'est différent. Donc, l'AFCRCC. Et si vous connaissez des psychologues, des psychiatres et des médecins qui veulent intégrer l'association, ils sont les bienvenus.
Où est le site? Si on fait via vous et que les mutuelles remboursent, ça marche chez vous? Bah oui, moi je suis remboursée par les mutuelles. Donc, en tant que psychologue clinicienne, je suis remboursée, pas par la Sécu, puisque aucun psy privé n'est remboursé par la Sécu, malheureusement, mais par certaines mutuelles. Il faut se renseigner auprès des mutuelles. Après, ce n'est pas beaucoup, c'est quelques séances prises en charge. Mais avec le Covid, il y en a plus qu'avant. Avant, il y avait les mutuelles remboursaient très peu, quelques-unes seulement les psychologues. Et là, maintenant, ça va être un petit peu mieux avec le Covid. Donc, tant mieux que ça ait donné cette conséquence. Voilà, donc ça fait plus de séances, c'est mieux. Et j'espère qu'à l'avenir, les psychologues seront remboursés par la sécurité sociale, au moins une belle partie. Camille, oui. Bonjour Camille, c'est super. Ravie que vous soyez là. Alors, Danae, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Que pensez-vous des techniques EMDR pour un traitement de la dermatomie? Très bien le MDR, je recommande absolument. Encore une fois, c'est une approche. Je pense vraiment qu'il faudrait hypnose EMDR, TCC par exemple. Voilà. Vraiment, il faut travailler le perfectionnisme. Le MDR ne travaille pas ce genre de choses, ni l'hypnothérapie, l'estime de soi, ça c'est très TCC. Et puis le comportement, le MDR, ça va être la source des traumas déclencheurs. Mais c'est vrai que le MDR, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup le MDR. Donc oui, c'est... Après, ça dépend des patients. Si y en a avec qui ça marche et qui aiment bien l'approche, je pense que vraiment, c'est une alliance entre le psy, comment il est là pour vous, comment il est impliqué, comment il vous comprend, et la technique. La technique, ce n'est pas un gros pourcentage, finalement, on s'est aperçu en psychologie. C'est surtout l'alliance thérapeutique. Après, je pense qu'il faut un psy qui connaisse un peu la derma, sinon vous recommencez depuis le début. Bah voilà, je me gratte, ah bon, comment? Alors, c'est un petit peu long, mais pourquoi pas? Vous pouvez aussi tout expliquer aux thérapeutes. Après, il y a beaucoup de choses maintenant sur la derma, c'est facile de se renseigner. Donc, EMDR, très bien. Voilà, un très grand merci pour cette session passionnante et pour le dévouement pour la cause. Je serai toujours là pour la derma. J'ai découvert il y a 11 ans, ça me passionne toujours autant. C'est une pathologie qui n'est pas connue, c'est vraiment une pathologie orpheline, donc je continue de travailler dans ce sens et je n'arrêterai pas. Je serai toujours là pour les patients qui en souffrent. Merci infiniment pour ce que vous faites. Ça donne enfin un espoir de s'en sortir. Ah bah tant mieux. Tant mieux, Fanny, ça me fait plaisir. Vraiment, je fais ça pour ça, de toute façon. Pouvez-vous juste redire le nom du médecin qui est spécialiste? Oui, bien sûr, c'est Jean-Christophe Seznec. Vous pouvez le contacter de ma part. C'est le spécialiste en France de la trichotillomanie. Il connaît tout. D'ailleurs, il y a déjà 11 ans, je crois qu'il avait sorti son livre, un livre que je recommande, qui est sur le site de l'association. Je crois que c'est Arrêter de se tirer les cheveux, un livre très, très bien fait que je recommande et que j'avais lu et qui m'avait aidé à comprendre les CRCC dans leur ensemble. Donc, voilà. Alors, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Chloé. Hop. Une dernière question et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Pas spécialement. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, sachez que l'association sera toujours là pour les professionnels s'il y en avait aujourd'hui, les patients. Avec l'équipe, on aime beaucoup travailler sur ces troubles et aider les personnes qui continuent de rester dans l'isolement. Et voilà, l'association et le centre sont là pour continuer à travailler et aider les personnes qui souffrent de CRCC. C'est important pour nous. Merci encore, merci beaucoup pour ce super contenu. De rien. C'est pas facile de parler tout seul, mais j'espère que j'espère que ça vous a apporté et n'hésitez pas, on garde contact. Il y a toujours des événements au centre. Merci infiniment. C'est gentil. Merci à vous. C'est super. Je suis contente si ça vous a apporté quelque chose. Merci. Merci Marie. Merci Maroussia. Merci Cassandre. Bérénice. Super. Clotilde. Pierre. Déborah. Victoire. Chloé, je vous connais. À bientôt à tous et passez une très belle semaine et très bonne journée. Au revoir.